Alors, bonjour à tous, je vous remercie d'être présents pour notre webinaire droit social en période de confinement. Nous organisons ce webinaire en tant que PICOM by Cap Digital. Pour rappel de quelques chiffres clés, le PICOM a intégré Cap Digital en janvier 2020 suite à une fusion-absorption et qui a été bien évidemment adopté par l'ensemble de nos adhérents. Cap Digital est un collectif d'environ 1000 membres qui est représenté par 850 PME start-up, 70 GE, grandes entreprises ETI et PIC, 70 également écoles, universités et laboratoires, 6 communautés d'agglomération et 12 fonds d'investissement. Ce collectif existe depuis 14 ans maintenant et a eu l'occasion d'organiser plus de 120 événements. Cap Digital travaille sur 6 marchés, la ville durable, la technologie, les data et l'IA, donc l'intelligence artificielle, l'industrie culturelle et créative, la santé, l'éducation, la formation et les ressources humaines, ainsi que le commerce et services. Et nous avons des partenariats européens d'environ 100. Aujourd'hui, Maître Aude Wallon-Leduc va vous présenter ce webinaire ayant pour thématique droit social en période de confinement. Question technique, sur la droite de votre écran, vous avez normalement un onglet chat, questions, sondage. Je vous demanderai de bien vouloir utiliser l'onglet chat pour toute question technique, comme si vous n'entendez pas bien, si vous ne voyez pas bien, qu'on puisse les gérer au fur et à mesure. Si vous avez des questions, pouvoir les poser dans l'onglet questions directement, sachant que Maître Wallon-Leduc vous répondra à la fin de chaque thématique abordée. Et au fur et à mesure de son intervention, nous allons mettre en place des sondages, donc toujours dans l'onglet sondage auquel vous allez pouvoir répondre. Voilà, je laisse la parole donc à Maître Wallon-Leduc. Bon, avant toute chose, bonjour à tous. Je suis Aude Wallon-Leduc, je suis avocate en droit du travail et droit de la sécurité sociale. Donc j'interviens, je suis avocate associée au sein du cabinet Ellipse Avocat à Lille. On est un réseau d'avocats implanté sur le territoire, donc on a une antenne à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, à Paris et donc à Lille. Et on intervient tous exclusivement dans ce réseau sur des thématiques liées de près ou de loin au droit du travail. Donc nous sommes confrontés en ce moment à des problématiques qui sont assez nouvelles puisque la période Covid-19 qui est complètement inédite puisque fort heureusement nous n'avons pas eu beaucoup de choses comme ça à traiter en termes de pandémie, de confinement à domicile, etc. génère forcément beaucoup de questions en droit du travail. Alors la spécificité, c'est qu'on est sur beaucoup de nouveautés, donc je comprends que vous puissiez être intéressé beaucoup sur ce qu'on va évoquer là pendant l'heure qu'on s'accorde ensemble, l'heure et demie s'il y a beaucoup de questions. Sachant que la deuxième spécificité, c'est que non seulement il y a des nouveautés, mais qu'elles évoluent pratiquement quotidiennement, puisque le gouvernement nous sort des décrets et des ordonnances pratiquement tous les jours et qu'on a des informations contradictoires qui sortent à une semaine de décalage. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que pour que vous ayez l'occasion de poser des questions et d'interagir un minimum, mais en me laissant la possibilité de vous présenter les choses, il y a 6 thèmes. Donc là, vous allez voir apparaître donc, les thèmes. Le thème numéro 1, c'est la demande d'activité partielle, l'indemnisation de l'activité partielle, le thème numéro 2, les arrêts de travail et l'activité partielle en thème numéro 3, le télétravail et l'activité partielle en thème 4, congés payés et activité partielle en thème 5, et le thème 6, les salariés qui sont présents dans l'entreprise, c'est-à-dire qui travaillent effectivement sur les lieux de l'entreprise. Comme vous le voyez, j'ai orienté beaucoup avec l'activité partielle, mais rassurez-vous, chaque thème sera pris isolément si jamais vous n'avez pas mis d'activité partielle en place dans vos entreprises et si vous n'avez pas de questions sur cette thématique-là, il y a quand même des choses qui sont susceptibles de vous intéresser. Et on posera les questions à la fin de chaque thème. Voilà, donc qui va durer à peu près 5 ou 10 minutes en fonction des thèmes et comme ça on peut avancer de manière assez interactive.
Euh, Juste avant de commencer, on voulait lancer un petit sondage pour savoir justement qui avait mis en place le chômage partiel dans sa structure, c'est-à-dire qui est dans une structure qui pratique le chômage partiel. Pour que les choses soient claires, on parle de chômage partiel soit lorsqu'il y a une fermeture temporaire de l'établissement et que, que un certain nombre de salariés ne travaillent pas parce qu'il y a fermeture. Il y a également chômage partiel lorsqu'on a diminué le volume horaire des salariés dans l'entreprise. Donc, si vous pouviez répondre au sondage pour que je sache à peu près sur les 40 personnes, je vois qu'il y a 40 participants, qui a mis en place, qui est dans une structure où il y a le chômage partiel ou pas. Alors, je ne sais pas comment. Hop, je pense qu'il faut que je clique sur. Voilà. Donc, je vous laisse voter. Alors, je ne sais pas si. Hop. Alors, au niveau des sondages, on en est à 18 qui ont répondu oui, donc qui ont mis en place le chômage partiel. D'accord. Et Okay. à 9 qui n'ont pas mis en place. D'accord. Donc, tout le monde n'a pas répondu en ce moment. Non. D'accord. Hop. J'attends encore juste une petite minute pour que chacun puisse répondre. Mais on est déjà sur 27 qui ont répondu. On en a déjà 18 qui ont mis en place le chômage partiel. Et 9 qui ne l'ont pas fait. OK. Alors, juste pour rappel, pour ceux qui n'ont pas trouvé l'onglet, vous avez le visuel, le PowerPoint qui est affiché sur votre écran. Sur la droite, vous avez le chat, les questions et les sondages. Alors, on va continuer. Donc, au niveau des réponses, on est à 21 réponses positives, donc ayant mis en place le chômage partiel dans leur structure, et 11 qui ne l'ont pas fait. D'accord. Bon. Je commence quand même la présentation pour pas qu'il y ait trop de pauses. Et si jamais vous voulez continuer à répondre au sondage, pas de questions, pas de problème de mon côté. Donc, la demande d'activité partielle pour ceux qui l'ont déjà fait ou pour ceux qui souhaitent le faire. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où effectivement, on a la possibilité de manière beaucoup plus large que d'habitude d'avoir recours à ce qu'on appelle le chômage partiel ou l'activité partielle. Hein. C'est une façon inverse de prendre les choses, mais la formulation est la même, c'est-à-dire que le concept juridique qui est derrière est le même. Activité partielle ou chômage partiel, ça renvoie au même dispositif légal. Donc, ça veut dire que soit on décide d'interrompre l'activité des salariés de manière temporaire, c'est-à-dire que l'activité de certains salariés ou de tous les salariés est à zéro, soit on décide de réduire l'activité des salariés pour les faire travailler uniquement partiellement, car la charge de travail ne permet pas de les occuper à temps plein comme habituellement en raison des circonstances. Le gouvernement, de manière à pouvoir rendre un accès plus facile au chômage partiel. Alors, les choses ont été un peu compliquées dans les premiers temps, mais néanmoins, l'accès est finalement plus facile pour plusieurs raisons. Déjà, on peut avoir recours au chômage partiel de manière plus longue dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut on peut partir sur du chômage partiel sur 12 mois, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui permet à la limite, s'il y a une charge de travail qui diminue dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore à quoi va ressembler la reprise après cette crise Covid-19. On espère que l'activité reprendra bien, mais ce n'est pas certain. On pourra continuer à bénéficier du dispositif de chômage partiel dans le temps pendant plusieurs mois.
Ensuite, deuxième disposition qui favorise le chômage partiel, c'est que vous avez le plafond de 70% de la rémunération, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est au chômage partiel, il touche 70% de sa rémunération brute, ce qui représente 84% de sa rémunération nette avec le jeu des charges sociales. Avant, on était limité puisque c'était forfaitaire et il y avait un taux forfaitaire qui était autour de 7,70 €. Maintenant, on peut aller jusqu'à 4,5 fois le SMIC, ce qui augmente considérablement la prise en charge, c'est-à-dire que des salaires qui peuvent aller jusqu'à 6 900 € peuvent être pris en charge à hauteur de 70% dans le cadre du chômage partiel, ce qui permet un accès plus large pour plus de salariés au chômage partiel. De la même manière, on a même ouvert la possibilité aux salariés qui étaient en forfait jour, qui sont en forfait jour, d'accéder au chômage partiel quand bien même il n'y a pas de fermeture d'établissement, ce qui n'était pas possible avant, puisqu'il fallait impérativement qu'il y ait une fermeture d'établissement pour que les cadres en forfait jour puissent bénéficier du chômage partiel. Ensuite, c'est plutôt dans la procédure que les choses aussi ont été sensiblement modifiées et, surtout facilitées. C'est-à-dire que la demande, elle peut être régularisée dans les 30 jours qui suivent le chômage partiel. Donc, par exemple, si vous êtes dans une entreprise où vous vous rendez compte que vous travaillez 50% de moins depuis 10 jours et que vous n'avez pas fait de demande de chômage partiel, vous êtes encore dans les temps pour faire une demande de chômage partiel et régulariser la situation, puisque on part de 30 jours à partir du début du déclenchement du chômage partiel. D'accord ? Sachant que tous ces dispositifs-là sont applicables depuis le 1er mars 2020. De la même manière, on a un traitement accéléré des demandes, puisque à partir du moment où vous faites une demande sur le site de la Directe, puisque ça se fait comme ça, maintenant vous avez une réponse sous 48 heures, et si il n'y a pas de réponse, c'est une acceptation tacite. Donc on est sur un traitement accéléré des demandes. Et dernière simplification, c'est sur la consultation du CSE. Alors déjà, si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, il n'y a pas d'obligation de consulter le CSE, ce qui était différent. Donc là, vous êtes moins de 50, pas de problème avec le CSE. Si vous êtes à partir de 50 salariés, vous devez consulter le CSE, mais vous avez 2 mois après la demande de chômage partiel pour régulariser les choses et envoyer à l'administration la consultation du CSE. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie des pièces obligatoires dans le traitement du dossier. Donc, vous avez vraiment une demande d'activité partielle qui a été simplifiée et qui ouvre un plus large accès aux entreprises. Je passe à la deuxième diapositive et ensuite je prendrai connaissance des questions s'il y en a. Alors, sur les retours d'expérience qu'on a là au 23 avril, puisque les choses se sont déclenchées là, on a à peu près un mois de recul. Alors, première chose, effectivement, dans les premiers jours qui a suivi le confinement, il y a eu un blocage total des sites des directs sur toute la France, puisque il y avait trop de demandes et les sites ont bugué. Donc, si vous aviez fait une demande à ce moment-là et que ça a bugué, pas d'inquiétude, les choses peuvent encore être faites. On a craint aussi à un moment qu'il y ait beaucoup de refus de chômage partiel, parce que les sons de cloche qu'on entendait dans la presse par rapport aux premières consignes étaient un peu contradictoires. Là, le retour d'expérience qu'on a des différentes entreprises, c'est que les demandes de chômage partiel sont majoritairement acceptées à partir du moment où elles sont bien motivées. C'est-à-dire qu'il faut vraiment cocher un certain nombre de cases déterminantes pour pouvoir rentrer dans le processus, bien viser un certain nombre de choses pour expliciter la raison pour laquelle on a besoin d'avoir recours au chômage partiel. Mais les demandes sont aujourd'hui, en tout cas au 23 avril, au moment où je vous parle, relativement acceptées. Par contre, on a des directs qui fonctionnent de manière assez différente d'une région à l'autre, mais en tout cas, Lille, Arras pour la région fonctionne comme je vous l'indique. Je vous propose de passer à une première salve de questions pour ne pas parler en permanence. Voilà. Alors, on a une première question. Dans l'activité partielle, pour le maintien de salaire à 100%, y a-t-il une exonération de charges pour les 30% restants ?
Alors, là, sur les calculs de tout ce qui est assiette, il y a un deuxième thème là-dessus, j'y reviendrai. Sachant que malheureusement, cette question, elle n'est pas complètement tranchée parce qu'il y a des choses en suspens et il y a eu une contre-indication là dans une ordonnance qui vient juste de sortir là, il y a 2 jours. Donc, on est jusque-là, j'allais vous dire oui sans problème, et là, je suis un petit peu plus réservée, mais j'y reviendrai quand on parlera du volet indemnisation. Ensuite, Marc qui pose la question, pouvez-vous également aborder les enjeux de sécurité au travail lors du déconfinement? Donc ça, on le verra en fin de présentation si ça vous va, évidemment. Parfait. Et Richard qui nous demande, qu'en est-il du DUER à mettre à jour? Alors ça, je l'ai également abordé dans le dernier thème, mais vous avez raison, on peut en parler dès à présent et on y reviendra après. Il faut effectivement, dans toutes les entreprises et à partir de 1 salarié, mettre à jour le document unique, quelle que soit la situation, que vous soyez avec des salariés qui travaillent dans l'entreprise, qui travaillent en télétravail chez eux, ou qu'ils travaillent, qu'ils soient en chômage partiel, par exemple. De toute façon, il faut mettre à jour le document unique d'évaluation des risques de manière à prendre en considération ces nouveautés dans les conditions de travail des salariés. Parfait, merci. Une autre question de Richard également. Concernant la garde d'enfants qui, au 1er mai, devient du chômage partiel, quid du texte officiel? L'entreprise doit-elle initier un dossier de chômage partiel pour ses salariés si elle n'en a déjà pas ouvert un? Alors ça, la réponse est dans ma présentation dans 2-3 diapositives. Donc, on va pouvoir en parler. Si jamais, si jamais vous n'avez pas la réponse précise ou si ça vous semble mériter encore une réponse supplémentaire, n'hésitez pas. Mais on va l'aborder dans une diapositive. C'est effectivement une question qui se pose sur l'articulation entre arrêt de travail et chômage partiel. Donc ça, on va en parler. Merci beaucoup. Il y a ça va, tout le monde, je passe... Oui. Il y a juste une dernière question dans le chat. Donc, si chacun pouvait utiliser l'onglet de questions pour y répondre, ce serait parfait. Je la pose néanmoins. Donc, les salariés continuent-ils à acquérir des RTT lorsqu'ils sont au chômage partiel? Alors, est-ce que les compteurs de RTT se mettent en place lorsqu'ils sont au chômage partiel? Non. C'est ça la question. Si la question, surtout n'hésitez pas à réagir au niveau des questions du chat si jamais je ne réponds pas. Si un salarié est en chômage partiel, activité 0, normalement, il n'acquiert pas de RTT puisque la RTT est une compensation en repos d'un travail effectivement réalisé. Alors, c'est mieux si dans l'accord collectif ou dans l'accord de branche que vous avez pour les RTT, la question est directement prévue. Mais normalement, ce serait l'esprit des textes. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je passe à la thématique suivante, si ça vous va. J'ai bien en tête la question de Orit Kutz, j'espère que je n'écorche pas son nom, pour les problématiques d'exonération de charges, puisque c'est dans cette thématique-là qu'on va l'aborder. Donc, alors, je sais que c'est un peu petit, mais rassurez-vous, je vais parler et comme vous aurez le support après tranquillement chez vous, vous pourrez en prendre connaissance. Alors, ce qui pose évidemment souci, c'est comment calcule-t-on ces fameux 70% ou 84% alors, pour le chômage partiel. Alors, évidemment, si on a des salariés qui ne sont rémunérés qu'au taux horaire, les choses sont très simples. Vous avez un taux horaire brut. Éventuellement, votre salarié est payé 14 € brut de l'heure. On prend 70% et on multiplie par 35 si jamais le salarié ne travaille pas du tout pendant le mois considéré, pendant la semaine considérée. Donc ça, c'est assez simple, le calcul est assez simple. Bien évidemment, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Donc, il faut d'abord déterminer une assiette. Qu'est-ce qui va rentrer dans l'assiette de calcul pour calculer le chômage partiel? Alors, on va se référer à l'assiette de congés payés. Donc, je passe à la diapositive supplémentaire, mais je vais revenir sur la précédente, rassurez-vous. Donc, on prend évidemment le salaire de base. On prend les majorations de salaire. Alors, je reviendrai sur les heures supplémentaires qui sont un petit peu à part et qui sont complexes. Si vous avez un salarié qui a habituellement des majorations de travail de nuit, travail de dimanche, etc., on les prend.
Tout ce qui est assimilé à du travail effectif, on le prend en compte. Les primes d'ancienneté rentrent en compte. Les primes d'assiduité rentrent en compte. Les primes d'astreinte rentrent en compte. Les commissions pour les commerciaux rentrent en compte et les primes d'expatriation rentrent en compte. Tout le reste, on exclut. Participation 13e mois, prime de fin d'année, etc. On exclut. Donc, ce qui pose difficulté et la question ça fait partie des choses qui ont évolué au fil de l'eau d'une semaine à l'autre, c'est la question des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires qui sont ponctuelles, c'est-à-dire vous avez des salariés qui de temps en temps font des heures supplémentaires, ça arrive parce qu'il y a un peu plus de travail, ils vont en faire un petit peu plus. Ça, d'office, elles n'entrent pas, quand bien même elles rentrent dans l'assiette de congés payés, elles n'entrent pas dans le calcul du chômage partiel. Ça, c'est très clair et les textes et la position du gouvernement est extrêmement claire là-dessus. Ce qui est plus compliqué, c'est sur les questions des heures contractuelles. Vous avez des salariés qui travaillent habituellement 39 heures et là, les choses sont plus compliquées. Donc là, pour les salariés qui travaillent habituellement 39 heures, l'administration nous a dit dans un premier temps, on prend en compte, puis on ne prend plus en compte. Et là, ils viennent de nous dire à nouveau, on prend en compte. Donc l'idée, c'est que je reviens à la diapositive précédente, c'est que vous devez déterminer l'assiette. Donc, vous allez déterminer un taux horaire qui va être plus important en intégrant les heures supplémentaires uniquement contractuelles, les différentes primes que j'ai abordées après, et vous allez donc du coup avoir un taux horaire qui est plus important que le taux horaire de base du salarié, et ensuite vous appliquez vos 70% là-dessus, et ensuite vous multipliez par 35 heures par semaine, puisque on ne pourra pas prendre en compte tout ce qui est au-delà de 35 heures. Ça, c'est très clair là-dessus. D'accord ? Donc, on a des choses qui sont assez claires, c'est que on a les données, on calcule un taux horaire qui est gonflé par le biais de la prise en compte d'éléments supplémentaires au salaire de base, et ensuite on applique le taux de 70%. Ce taux de 70%, vous entendez soit 70, soit 84, parce que 70%, c'est le 70% du brut, alors que 84%, c'est 84% du net, sachant qu'avec le jeu des cotisations sociales, puisqu'il n'y a pas de charges patronales et salariales sur le chômage partiel, forcément, on a, qui sont réduites, on a la CSG-CRDS qui est maintenue, mais à part ça, les autres charges sont exclues, ce qui fait qu'on a un net plus important, ce qui est plus favorable aux salariés. Maintenant, si on décide de maintenir, je pense que c'était ça la question qui était posée tout à l'heure, si on décide de maintenir à 100% le salaire, et que donc on verse plus que les 70%, dans un premier temps, il avait été très clair que cette partie-là, sous réserve d'avoir mis en place un certain nombre de choses dans l'entreprise, par exemple une déclaration unique, vous aviez la possibilité de bénéficier d'une exonération de charges sur la fourchette entre 70 et 100%. Maintenant, le gouvernement a l'air d'être en train de prendre le contre-pied de ça et ils sont en train de rétro-pédaler, mais c'est une ordonnance qui date de ce matin. Il n'est pas impossible que les choses puissent encore évoluer là-dessus. Malheureusement, on est un peu dans cette situation-là aujourd'hui où dans une semaine, ce que je vous dis peut évoluer à la marge sur certaines précisions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions peut-être sur l'assiette de calcul pour qu'on puisse avancer. Alors, première question. Pour les forfaits jours, est-ce qu'on sait aujourd'hui comment sera calculée l'indemnisation en activité partielle ? Alors, oui, on a une formule de calcul qui est prévue dans les textes. Par contre, c'est un peu complexe de vous la faire comme ça, mais en l'occurrence, c'est prévu. À ce moment-là, moi, ce qui est peut-être plus simple, c'est que je vous fasse un petit truc en parallèle là-dessus, peut-être en fin de séance pour regarder sur les forfaits jours, mais on va être sur les 70%. S'il y a un salaire fixe et qu'il n'y a pas de commission, les choses sont assez simples et on va retomber sur un calcul qui est un peu compliqué à la base, mais qui va vous permettre d'avoir 70% de votre salaire brut habituel. Merci. Une question de Chloé. Pour le 13e mois aussi,
Pourtant, cela rentre dans le salaire annuel, aussi dans le contrat de travail. Oui, mais non. Fédération. Non, ils ont exclu très clairement le 13e mois. D'accord, merci beaucoup. Une question de Geoffroy. Comment cela fonctionne dans le cadre d'un contrat de professionnalisation? Alors, les contrats de professionnalisation, on n'est du coup pas sur les mêmes calculs, puisque les planchers qui sont applicables ne sont pas nécessairement applicables au contrat de professionnalisation. Donc, c'est des calculs, les calculs vont pas être les mêmes pour les contrats de professionnalisation. Alors, tout dépend du contrat en tant que tel, parce que si vous êtes sur un contrat de professionnalisation qui, du coup, pratique une rémunération qui est inférieure au SMIC, on va avoir, du coup, une indemnisation à 70%, mais avec le plancher de 8,03 qui n'est pas applicable au contrat de professionnalisation. Si par contre, c'est un contrat de professionnalisation qui est déjà rémunéré à hauteur du SMIC, là, ça fonctionne comme les contrats classiques. C'est juste sur le plancher que les choses sont différentes. Voilà. Merci beaucoup. Une question de Camille. Est-ce que les frais de transport de base remboursés de moitié par l'employeur sont maintenus si les prélèvements de ces frais sont effectués chez le salarié? Si les prélèvements de ces frais… Ah non, je pense que non. Alors ça, pour le coup, on n'a pas encore de dispositions très claires sur ce genre de choses parce que forcément on tâtonne puisque la situation est tellement inédite, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on a des choses. Mais a priori, on va avoir… c'est assez… Je pense que là-dessus, la réponse est assez certaine qu'il n'y aura pas de remboursement par l'employeur. Merci beaucoup. Une question de François. Il faut intégrer les commissions des commerciaux. Mais sachant que ces commissions sont variables, quelle base de calcul prend-on? Moyenne des 3 derniers mois ou autre? Alors, effectivement, on prend en compte les commissions des commerciaux, ça c'est très clair. Maintenant, sur la base de calcul, les dispositions ne sont pas limpides, loin s'en faut. Donc, il faut prendre quelque chose de pertinent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer à essayer de gonfler la rémunération en prenant le mois qui vient de précéder parce qu'il y a eu des grosses commissions, pardon. Il faut vraiment essayer de trouver quelque chose qui est pertinent. Donc, si la moyenne des 3 derniers mois est pertinente, il faut la prendre en compte. Si c'est plutôt celle des 6 derniers mois, il faut la prendre en compte. Il faut juste que ce soit pertinent par rapport à la rémunération habituelle du salarié. Il ne faut pas essayer d'aller obtenir une indemnisation supplémentaire à ce que le salarié aurait pu percevoir normalement s'il n'y avait pas eu de chômage partiel. Merci beaucoup. Une autre question. Quel est le délai pour présenter sa demande d'indemnisation? La demande doit-elle être effectuée au cours du mois considéré? Alors, normalement, c'est au moment de l'établissement des payes que vous allez… Alors, c'est l'employeur qui avance la somme. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais autant le repréciser. L'employeur avance et fait une demande de remboursement. Normalement, elle doit être faite dans les 30 jours qui suivent l'indemnisation. Ça, je vais vérifier quand même parce que j'ai un doute, mais pour moi, c'est dans les 30 jours du versement du salaire. Merci. Une autre question. Pour les contrats CIFRE doctorat en entreprise, peut-on mettre le salarié en chômage partiel? Alors ça, les chiffres, c'est très particulier. C'est une bonne question parce que il faut voir la nature. Parce que les stagiaires ne sont pas en… Les contrats de professionnalisation peuvent être mis en chômage partiel, les stagiaires non. Pour moi, les chiffres sont plus proches du contrat de professionnalisation que des stagiaires. J'aurais tendance à dire oui, mais la situation est très spécifique, donc ça mérite vérification. Intuitivement, je dirais oui. Merci. Et la dernière question, comment cela se passe pour les tickets restaurants des salariés? Alors, les tickets restaurants des salariés, alors déjà, ça dépend de la manière dont ils sont mis en place, de quelle disposition, est-ce que c'est un usage dans l'entreprise, est-ce que c'est un accord collectif dans l'entreprise, est-ce que c'est
C'est est-ce qui finance, est-ce que c'est l'employeur qui finance? Donc déjà, il y a beaucoup de réponses, c'est un peu la question à tiroir. En tout état de cause, à mon sens, s'il y a une chose dont je suis à peu près sûre, c'est que s'il n'y a pas du tout d'activité, activité zéro, suspension des tickets resto, ça peut se faire par l'employeur. Après, si c'est le CSE, c'est encore autre chose. Si c'est vraiment une compensation d'un travail effectué en dehors du domicile, voilà. Alors, j'ai même tendance à dire que pour le télétravail, la question se pose également de savoir s'il n'y a pas une possibilité de suspendre les tickets restaurants. Mais là encore, tout dépend de la manière dont ils sont mis à place à l'origine. Donc, c'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que la réponse, elle est variée, elle est variable en fonction de la manière dont on le met en place, le ticket restaurant. Merci. Une dernière question qui vient d'apparaître. L'indemnité Oui. de télétravail est-elle obligatoire? Il semblerait que oui. Il y a une précision qui vient d'apparaître sur les documents du ministère du Travail qui prévoit l'obligation de mettre en place une indemnité de télétravail. Alors ça, je vais en reparler après sur le télétravail, mais a priori, il y aurait une indemnité de télétravail obligatoire. Alors, c'est bon pour nous. C'est bon. Donc, s'il y a plus de questions, j'avance au thème si ça va à tout le monde, au thème suivant. Donc là, on est sur les arrêts de travail et l'activité partielle. Alors ici, on a eu une création législative totale sur cette situation qui est totalement inédite et on a vu apparaître des nouveaux arrêts de travail qui n'existaient pas auparavant, qui ont été complètement créés pour les circonstances et qui du coup génèrent un certain bazar sur plusieurs choses. Déjà sur la manière dont ils peuvent se mettre en place et si on entre bien dans les clous de manière légale. Et la deuxième chose, sur l'articulation de ces arrêts de travail avec la situation de l'entreprise, du salarié, etc. Donc les deux arrêts de travail dont on parle, c'est les arrêts de travail, les deux nouveaux arrêts de travail, c'est l'arrêt de travail pour garde d'enfants. Cet arrêt de travail a été créé au moment où le gouvernement a annoncé la fermeture des établissements scolaires. Et donc le salarié, quand bien même il est en pleine forme, peut déposer un arrêt de travail au motif qu'il n'a pas de possibilité de faire garder ses enfants puisque les établissements scolaires sont fermés. Donc il faut, pour pouvoir rentrer dans ces cases, qu'évidemment le salarié ait des enfants. Ça va sans dire, mais bon, voilà. Qu'il soit évidemment dans un établissement qui est fermé, mais bon, ça, c'est le cas partout sur le territoire, mais le formulaire prévoit quand même qu'on complète l'établissement et qu'on précise l'établissement. Que le conjoint du salarié n'ait pas fait la même demande, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être deux dans un même foyer à faire le même type de demande. Quand bien même il y a 6 enfants, peu importe, il n'y a qu'un seul des deux conjoints qui peut formuler cette demande. Et puis, il y a une disposition qui est très particulière, qu'on a du mal à comprendre et sur laquelle on a du mal à avoir du recul parce qu'elle est assez peu compréhensible, c'est qu'il est dit que le salarié ne doit pas pouvoir faire de télétravail. Alors, ne doit pas pouvoir faire de télétravail, alors si c'est qu'il ne peut pas exercer son travail, c'est assez simple, mais si à partir du moment où on a un ordinateur, que l'activité se prête à un télétravail, on ne peut pas bénéficier de cet arrêt de travail, là c'est quand même un peu plus compliqué, parce que si vous avez 3 enfants à la maison dont il faut assurer la scolarité et qu'il y a un conjoint qui est soignant par exemple et qui n'est pas au domicile, faire du télétravail, c'est totalement impossible. Donc là, on a quand même une incertitude sur cette condition d'absence de télétravail qui reste et qui plane encore. Même si les textes sont assez clairs, ils ne sont pas très logiques. Le deuxième arrêt de travail qui a été créé pour les circonstances, c'est ce fameux arrêt de travail lié aux salariés qui sont dits fragiles, c'est-à-dire des salariés pour lesquels le fait de contracter le virus Covid-19 pourrait avoir des conséquences graves. Et donc, il faut absolument assurer sa sécurité et donc ne pas le laisser travailler
dès lors qu'ils présentent… Alors là, il y a sur le site du ministère du Travail et du ministère de la Santé, il y a ces personnes fragiles qui sont listées de manière exhaustive donc les salariés doivent rentrer dans les cases pour bénéficier de ce type d'arrêt. Donc ça, c'est vraiment les 2 arrêts de travail qui ont été créés on a une suppression de la condition d'ancienneté et du délai de carence pour ces arrêts de travail qui ont été créés pour les circonstances. Voilà. Alors, le problème, c'est que voilà, donc ces arrêts sont mis en place. Ils existent jusqu'au 31 août 2020 pour l'instant. Tous les salariés sont concernés peuvent bénéficier de ces arrêts. Maintenant, la question, c'est l'articulation entre ces arrêts-là et la situation potentielle de chômage partiel dans l'entreprise. Donc, là, les situations sont différentes. C'est-à-dire que soit l'arrêt est antérieur à la demande d'activité partielle. À ce moment-là, forcément, l'arrêt de travail continue à s'exercer et on a effectivement cet arrêt qui va se poursuivre dans le temps. En revanche, à la fin de l'arrêt, il n'a plus lieu d'être puisque le salarié est normalement dans une population de salariés qui sont mis en chômage partiel et donc il ne doit pas être renouvelé. Alors, il y a toutefois des dispositions qui sont différentes, c'est-à-dire que soit l'activité est à 0 parce que l'établissement est fermé et à ce moment-là, effectivement, c'est bien ce que je vous dis, c'est-à-dire que cet arrêt n'a pas lieu d'être et ne doit pas être renouvelé. En revanche, la situation est différente si on est plutôt sur une baisse d'activité ou alors si le salarié est dans un service qui, lui, n'est pas concerné par l'activité partielle. Imaginons, par exemple, vous avez une société qui est en production, le salarié qui était concerné par l'arrêt de travail travaille au siège et le siège, lui, continue d'exercer une activité de support. Alors là, l'arrêt de travail peut être prolongé. Mais ça, c'est uniquement pour… voilà. Et ensuite, vous avez les arrêts de travail postérieurs. Donc là, vous avez forcément, donc du coup, il n'y a pas de sur les deux arrêts dont je parlais tout à l'heure, les nouveaux arrêts. Là, forcément, il n'y a pas de raison de maintenir et de créer un arrêt alors qu'il y a une fermeture totale de l'établissement et que le salarié est placé en chômage partiel. Les choses sont différentes s'il y a une réduction d'activité, mais en tout cas, il n'y a pas de cumul possible entre les indemnités journalières et les aides de l'État qui sont fournies au titre du chômage partiel. Précision importante sur l'indemnisation des arrêts de travail. Le salarié qui est en arrêt de travail ne doit pas avoir une rémunération supérieure au salarié qui est en activité partielle. Je m'explique, les compléments qui ont été prévus par les conventions collectives ou par les textes légaux le sont de manière à garantir un minimum de revenus à un salarié alors qu'il est souffrant, qu'il est malade et qu'il ne peut pas venir travailler. Par contre, ça ne doit pas avoir pour effet de lui faire bénéficier d'une rémunération supérieure à une personne qui est valide et qui exerce normalement son travail. Donc, dans le cadre d'un chômage partiel, forcément, le salarié qui est en arrêt de travail chez lui à son domicile ne doit pas être payé plus que le salarié qui pourrait être à disposition de l'employeur mais qui est chez lui parce qu'il y a cette situation de chômage partiel qui existe. Donc nécessairement, on a ce complément employeur qui n'est pas versé de la même manière. Donc soyez éventuellement vigilants dans le cadre de l'établissement des payes à la fin du mois, puisque le salarié en arrêt de travail ne doit pas avoir, son arrêt de travail ne doit pas avoir pour effet de lui faire gagner plus que le salarié qui est en chômage partiel et qui est valide. Je ne sais pas si je suis claire. Donc là, sur le complément employeur, donc oui, voilà, c'est ça. Je détaille un petit peu les choses sur ce que je viens de vous expliquer. Comme ça, vous avez toutes les dispositions. Je ne sais pas s'il y a des questions également sur tout ce qui est arrêt de travail ou si c'est…
J'ai l'impression qu'il y en a moins de questions là. Il n'y a pas de questions. Par contre, tout à l'heure, on est passé sur une question dans le chat. C'était indemnité de télétravail par rapport à quoi? Le coût des connexions, du matériel du bureau? Alors, on va parler du télétravail là juste après, c'est le thème suivant. Ouais. Donc, sur les arrêts de travail, par contre, il n'y a pas de questions. C'est clair pour tout le monde, manifestement. Je suis en train de vérifier. Non. Ok, super. Du coup, on avance. Alors, ensuite, sur le télétravail, justement, et l'activité partielle. Alors, sur le télétravail, déjà, sans activité partielle, sans évoquer l'activité partielle, donc pour l'instant, je vais rester là. Le télétravail, c'est normalement ce qui doit être privilégié. C'est-à-dire que le premier réflexe des entreprises à l'annonce du confinement et des règles qui ont été édictées par le gouvernement, c'est avant même de penser chômage partiel, il faut penser télétravail. C'est-à-dire que tous les salariés qui peuvent normalement exercer leur activité ou une partie de leur activité depuis leur domicile doivent normalement être placés en situation de télétravail et ne doivent pas être placés en situation de chômage partiel. On doit privilégier avant toute chose le télétravail. Il faut savoir que normalement, le télétravail ne peut pas se faire n'importe comment et dans n'importe quel cadre dans une entreprise et qu'il doit normalement y avoir un accord collectif ou une charte qui est mise en place après consultation des représentants du personnel. Là, évidemment, le gouvernement a précisé que là, tout le cadre habituel saute, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir obligatoirement sa charte télétravail, on n'est pas obligé d'être complètement dans les clous, c'est-à-dire qu'on va en télétravail parce que les circonstances sont exceptionnelles et qu'on n'est pas dans un recours habituel au télétravail qui justifie qu'on doive mettre en place un certain nombre de textes internes à l'entreprise. Par contre, pour autant, le ministère du Travail parce que dans les chartes et dans les accords collectifs, vous doutez bien que l'indemnisation des télétravailleurs est prévue. Donc là, le ministère prévoit quand même qu'il doit y avoir normalement une indemnisation du télétravailleur. Alors, ce qui doit être vu, c'est déjà, on doit regarder le matériel qui est utilisé par le salarié. Est-ce que c'est le sien? Est-ce que c'est celui de l'entreprise? Est-ce que les abonnements qui sont utilisés par le salarié, c'est-à-dire l'abonnement téléphonique, est-ce que c'est le sien? Est-ce que c'est pas le sien? Les connexions Internet, comment ça se passe au niveau du salarié? Donc tout ça, ça doit être mis en perspective pour calculer une indemnisation qui est pertinente pour le salarié. Donc c'est-à-dire que c'est le matériel utilisé, les connexions, les abonnements téléphoniques. Alors là, on a de la chance, le chauffage, on est moins là parce que d'habitude, on doit intégrer le chauffage supplémentaire qui est utilisé par le salarié, etc., pour avoir recours au télétravail. Bon, normalement, on est obligé de s'assurer qu'il y a une pièce dédiée, enfin qu'il y a des conditions de sécurité. Là, on passe à peu près. Je pense qu'on doit se concentrer essentiellement sur le matériel utilisé, les abonnements qui sont mis en place ou qui sont utilisés et à quel degré ils sont utilisés, dans quel volume ils sont utilisés. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on le sait tous aujourd'hui, deux types de télétravailleurs. Celui qui travaille, qui a presque maintenu son activité et qui enchaîne les visioconférences, les appels téléphoniques, le travail sur ordinateur. Et il y a ceux qui répondent juste à des appels de manière assez ponctuelle. Donc le volume d'activité doit aussi entrer en compte sur l'indemnisation qui doit être versée. Maintenant, je pense que il va y avoir certainement des réclamations à la sortie du confinement, donc il faut y penser. Maintenant, il va aussi y avoir une certaine tolérance puisque les employeurs font ce qu'ils peuvent dans les conditions qui sont les leurs, dans les circonstances brutales et imprévisibles qui ont été celles de la mise en place du télétravail. Donc ça, c'est sur le télétravail en tant que tel. Ensuite, sur l'articulation avec l'activité partielle. Alors, il est indiqué normalement qu'il y a une incompatibilité entre le télétravail et l'activité partielle, puisqu'en gros, le raisonnement du gouvernement, c'est de dire on met en place le télétravail et si ça n'est pas possible, on met en place le chômage partiel. En revanche, ça ne repose pas sur quelque chose qui est une réalité aujourd'hui, c'est que vous avez des télétravailleurs qui sont certes télétravailleurs, mais avec une activité réduite. Et donc, la logique voudrait qu'on puisse être
télétravailleurs et en chômage partiel. Voilà. Donc, si jamais, effectivement, il y a cette situation-là, il faut pouvoir documenter le maximum possible le temps de travail effectif accompli et les heures chômées compte tenu de l'activité. Voilà. Parce que s'il y a des contrôles qui sont opérés, parce qu'il y aura des contrôles qui seront opérés après cette période-là, alors tout le monde ne sera pas contrôlé puisque forcément il y aura beaucoup d'entreprises qui auront eu recours au chômage partiel, mais il y aura des contrôles. Donc il faut impérativement être en mesure de démontrer que si on a mis en place du chômage partiel pour un télétravailleur, c'est parce qu'il avait une activité qui était extrêmement réduite en raison de la chute d'activité de l'entreprise et de la faible du peu de contact et du peu de production de travail qu'il avait à faire pendant ces semaines de télétravail. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, sur tout ce qui est... j'avais répondu à l'indemnité de télétravail est-elle obligatoire? Il y avait donc une autre question sur le télétravail, c'est ça? Je me trompe? Alors, indemnité de télétravail par rapport à quoi? Le coût de connexion de matériel de bureau, mais vous y avez répondu. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ça. Bon, j'avance. C'est bon, oui. J'avance, j'interprète le silence comme tout le monde a bien compris. Alors, congés payés et activités partielles. Alors, effectivement, là, la thématique des congés payés et des RTT a été au cœur des discussions du gouvernement et ça s'articule également avec l'activité partielle ou non, parce qu'effectivement, on peut avoir la question des congés payés en dehors même de l'activité partielle. Alors, quelles sont les règles? Sur les jours de repos, c'est-à-dire RTT, les aménagements sur les forfaits annuels en jours, sur éventuellement la libération de certains comptes épargne-temps, mais ça, il faut un accord collectif et des dispositions spécifiques qui existent. Il est possible d'imposer la prise de jours de repos pour un employeur dans la période de confinement, donc à partir du 16 mars. Alors, le texte date du 26 mars, mais on peut envisager une rétroactivité à partir du moment où la période de confinement a débuté, c'est-à-dire, non, c'est le 17 mars à midi. Et donc là, on a une possibilité d'avoir on a une possibilité d'imposer les jours de repos à partir du moment où on ne dépasse pas 10 jours maximum et où on respecte un délai de prévenance d'un jour franc minimum. Donc, sur les jours de repos en tant que tels, les choses sont assez claires et assez flexibles, puisqu'en plus, il n'y a pas d'obligation d'avoir un accord collectif pour faire ce genre de choses. Par contre, s'il y a un CSE, il faut recueillir son avis sur la prise de ces jours de repos imposés aux salariés. Et le CSE a un mois doit être consulté dans le mois qui suit. Quelle dérogation alors par rapport à la prise de congés payés? Alors, les congés payés, il y a plusieurs situations. Première situation, vous avez des salariés qui avaient déjà posé des congés payés au moment du début du confinement, sur la période qui séparait le début du confinement au 31 mai, c'est-à-dire la fin de prise de congés payés. Alors, les choses sont encore différentes si vous avez des périodes de prise de congés qui ne sont pas du 1er juin au 31 mai, mais je vais partir du principe que la majorité des gens sont sur une prise de congés payés du 1er juin au 31 mai. Donc, si vous aviez des jours de congés payés qui étaient déjà posés, l'employeur peut maintenir ces périodes de congés payés, voire même pouvait les avancer, de manière à couvrir une partie de la période de confinement grâce à ces congés payés qui avaient déjà été posés. D'ailleurs, les salariés pouvaient demander à ce que ce ne soit pas maintenu, mais l'employeur pouvait refuser. Et à mon sens, l'employeur devait même refuser parce que, comme dans les cases pour demander le chômage partiel, il est bien écrit est-ce qu'on a eu recours à des choses dont la prise de congés payés pour les salariés. Accepter de voir un salarié reporter ses congés payés pour en bénéficier plus tard et mettre en place le chômage partiel, ça ne colle pas avec la demande de chômage partiel. Et ensuite, se poser la question de savoir si on pouvait imposer des jours qui, pour le coup, n'étaient pas encore posés,
Et là, les choses ont été compliquées, puisque dans un premier temps, le gouvernement était très ouvert sur la question de fait d'imposer les congés payés, les syndicats beaucoup moins. Et finalement, ce qui est ressorti, c'est que les employeurs peuvent imposer la prise de congés payés dans la limite de 6 jours, mais dès lors qu'il y a un accord d'entreprise ou de branche qui le permet. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait déjà un accord existant ou alors adopter un accord d'entreprise dans l'urgence, ce qui était parfaitement possible, mais il fallait que l'accord d'entreprise soit adopté dans l'urgence dans l'entreprise pour permettre cette prise de congé et cette imposition des jours de congé dans la limite de 6 jours. Donc ça, c'est la problématique des congés payés et des jours de repos, sachant qu'on était censé justement avoir recours à tout ça avant d'avoir recours au chômage partiel comme c'était prévu. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions justement sur les congés. Alors, il y a une question, mais sur les arrêts de travail. Selon moi, les arrêts de travail pour garde d'enfants ne concernent que les salariés dont l'enfant est scolarisé dans un établissement. Pouvez-vous me confirmer qu'ils ne concernent pas les salariés dont l'enfant a entre 0 et 3 ans et qui va chez une assistante maternelle habituellement? Alors, sur les congés, alors, c'est scolarisé dans un établissement ou dans une crèche. Ça vise les crèches parce que c'est un établissement qui faisait l'objet de fermeture. Donc, ça visait les crèches, mais là où je vous rejoins, c'est que ça ne visait pas les assistantes maternelles. Alors, les choses sont différentes si... alors, les assistantes maternelles sont autorisées en réalité à continuer leur activité. C'est la raison pour laquelle elles ne sont pas visées par ces arrêts de travail. Maintenant, moi, j'ai eu la situation des assistantes maternelles qui elles-mêmes étaient en arrêt dans le cadre de garde d'enfants, c'est-à-dire que les assistantes maternelles ont elles aussi le droit d'avoir leurs propres enfants, et donc elles peuvent avoir des enfants scolarisés dans des établissements et se mettre elles-mêmes en arrêt de travail. Et là, j'ai quelques employeurs qui ont tenté la demande au motif que justement, ils n'avaient plus de possibilité de garder les enfants, puisque, voilà. Mais alors à ce moment-là, on a constitué le dossier avec la preuve absolue que l'enfant ne pouvait plus être accueilli dans son cadre habituel de garde. C'est un peu l'effet domino, si vous voulez. Mais par contre, je vous rejoins, l'assistante maternelle n'était pas visée par cet arrêt de travail initialement. Merci. Voilà. Donc, je vous propose d'avancer à la thématique suivante. Oui, parlons quand même des salariés qui sont présents dans les entreprises, puisqu'ils existent et ils sont même relativement nombreux. Donc, ceux qui sont présents dans l'entreprise, c'est-à-dire pas ceux qui sont en télétravail, pas ceux qui sont en chômage partiel, ceux qui travaillent effectivement dans les entreprises. Alors là, il faut être très vigilant. Il faut, que le télétravail ne soit pas possible. C'est-à-dire que on peut pas se dire bon bah tiens si après tout on n'est pas nombreux. Par exemple, on est une petite structure. Après tout, on est 3, on va respecter la distanciation sociale, pas de problème, etc. Non, pour pouvoir continuer à travailler dans les locaux de l'entreprise, il faut impérativement, quel que soit l'effectif, alors si vous êtes travailleur indépendant, les choses sont différentes, hein, mais quel que soit l'effectif, en tout cas pour les salariés, que le télétravail soit impossible. Voilà. Et évidemment, ça vaut aussi pour il faut que ce soit une entreprise dont l'activité n'est pas interdite. C'est-à-dire, il y a des entreprises dont l'activité a été listée de manière exhaustive par le gouvernement, la restauration, voilà, les activités qui accueillent du public, etc. Donc, si c'est interdit, effectivement, le salarié ne peut pas continuer à travailler. Si par contre, on rentre bien dans les cases que le télétravail n'est pas possible et que l'activité n'est pas interdite et qu'il est possible de maintenir l'activité sans mettre en péril la santé des salariés, il faut respecter un certain nombre de choses. Il faut qu'il y ait le respect des gestes barrières. Alors, c'est pas tout de se le dire, c'est qu'il faut mettre en place des choses au niveau de l'entreprise et on le voit d'ailleurs quand on va faire ses courses que les choses ont...
Alors, je reprends. Je pense que Maître a dû avoir un souci de connexion, donc on va patienter un petit instant le temps qu'elle revienne. N'hésitez